Pardon. Donc, ce matin, on se retrouve pour animer le webinaire Nutrition et arrêt du tabac, donc, qui sera animé par Jean-Michel Gras, qui est tabacologue, et moi-même, qui suis la coordinatrice du Mois sans tabac pour la région Île-de-France, également diététicienne de formation. Donc, avant de commencer sur ce sujet, je vais vous présenter quelques points du Mois sans tabac 2023, et après, il y aura deux grandes parties dans notre présentation. Donc, se libérer du tabac fait-il grossir? Comment gérer son alimentation au moment de l'arrêt? Et ensuite, on vous donnera quelques liens utiles que vous pourrez utiliser par la suite. À la fin aussi, vous aurez l'ensemble des contacts du collectif du Mois sans tabac et vous aurez bien sûr la présentation envoyée après le webinaire. Donc, pour le Mois sans tabac 2023. Donc, pour rappel, cette année, nous serons dans la 8e édition du Mois sans tabac. Donc, c'est une campagne qui est inspirée par la campagne anglaise Stoptober et donc qui est mise en place en France par Santé publique France depuis 2016. Donc, en quoi consiste le Mois sans tabac? C'est un défi collectif qui vise à inciter et à accompagner l'ensemble des fumeurs dans leur démarche d'arrêt du tabac. Et c'est via des actions à la fois de communication au grand public, donc à la fois nationale, mais il y a aussi des déclinaisons régionales. Et l'objectif aussi, c'est de faire de la prévention de proximité. Donc l'opération, elle commence au mois d'octobre, puisque le mois d'octobre, ça va être le mois pour recruter les fumeurs qui vont décider de faire le mois sans tabac en novembre. Quelques chiffres rapides sur le tabagisme en France. Donc, le tabagisme au quotidien, c'est un quart des Français qui fument quotidiennement. Donc, ça représente 24,5% de la population. Au niveau des tentatives d'arrêt, donc parmi les fumeurs, il y en a 24,7% qui ont fait une tentative d'arrêt en 2022. Et au niveau du maintien de l'arrêt, arrêter le tabac pendant un mois, donc que ce soit le mois sans tabac ou un autre mois dans l'année, ça multiplie par 5 les chances d'arrêter de fumer définitivement. Au niveau de la campagne du mois sans tabac, donc le concept, c'est une campagne qui se veut positive. Donc, elle se fonde vraiment sur les bénéfices de l'arrêt et non plus sur les risques. Donc, ça, c'est important. C'est vraiment un ton qui est bienveillant et non culpabilisant. Et aussi, cette campagne, elle se veut collective. Donc, c'est vraiment l'esprit d'équipe. On arrête ensemble au mois de novembre. On soutient les non-fumeurs on soutient les fumeurs et les non-fumeurs encouragent les fumeurs dans leur sevrage. Et donc, l'objectif, c'est d'arrêter pendant 30 jours, donc un mois, puisque ça multiplie par 5 les chances d'arrêter de fumer définitivement. Alors, n'hésitez pas à couper vos micros pendant la présentation, parce que j'entends des petits bruits de fond. Voilà, merci. Donc, pourquoi rejoindre ce challenge? Donc, l'objectif, c'est d'atteindre les fumeurs et leur entourage sur leur milieu de vie et de créer un environnement propice à l'arrêt du tabac. Deuxième objectif, c'est consolider un véritable réseau d'acteurs, et donc vous en faites partie, de partenaires pour mieux accompagner les fumeurs. Et 3, c'est de renforcer votre responsabilité sociale, l'esprit d'équipe au sein aussi de vos structures. Et donc, tout le monde peut participer, qu'on soit une association, une collectivité, une entreprise, un établissement scolaire et autres. Et donc, à côté, vous avez le calendrier. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Mais voilà, donc là, on est au mois de septembre. Donc, en ce moment, il y a notamment les formations pour former les acteurs pour qu'ils soient prêts à mettre en place le mois sans tabac au sein de leur structure. Au niveau des outils du mois sans tabac, donc, vous avez les outils au niveau national. Donc, vous avez le 3989. Donc, c'est une ligne téléphonique gratuite qui coûte le prix d'un appel normal. C'est un rendez-vous avec un tabacologue. Vous avez plusieurs rendez-vous. Cette ligne téléphonique, elle est ouverte tout au long de l'année et elle est renforcée pendant le mois sans tabac. Vous avez le site internet de Tabac Info Service. Pendant le mois sans tabac, il y a une page dédiée au mois sans tabac où les personnes qui souhaitent faire le défi peuvent s'inscrire et vont recevoir des mails
tout au long de la campagne pour les encourager, les motiver à tenir 30 jours. Vous avez l'application, pareil, Tabac Info Service, qui est accessible toute l'année. Donc, c'est une application d'e-coaching personnalisée. Et donc, pareil, l'objectif, c'est vraiment d'encourager la personne tout au long de son arrêt. Et pendant le mois sans tabac, vous pouvez commander le fameux kit d'aide à l'arrêt du tabac. Et donc, les commandes sont d'ailleurs ouvertes. Donc, n'hésitez pas à passer commande maintenant. Alors, je vous invite à couper vos micros, s'il vous plaît. Il y a des bruits de fond. Merci. Donc, le site des commandes, ça y est, il est ouvert. Vous avez le lien ici. Donc, peut-être que vous avez aussi reçu la newsletter qu'on a envoyée en début de semaine qui vous indiquait que c'était possible. Donc, pour information, comme chaque année, il faut recréer un compte, même si vous en avez créé un l'année dernière. Donc, quand vous allez sur la page Partenaire Moi Sans Tabac, il faut aller en haut à droite sur Je me connecte et vous mettez Je n'ai pas de compte. Et donc, vous mettez les coordonnées avec votre nouveau mot de passe, les coordonnées de votre structure et vous pouvez commander donc les affiches, les kits et certains flyers. Attention, tout n'est pas commandable. Ça veut dire que tout n'est pas en format papier. Vous avez certaines choses que vous pouvez uniquement télécharger. Et ensuite, il faut vraiment sélectionner la quantité et bien faire à chaque fois ajouter au panier. Voilà. Si vous souhaitez faire des badges, des mugs, des balles anti-stress, des oriflammes ou même des t-shirts Moi Sans Tabac, Santé publique France ne fournit pas ces outils-là, ce qu'on appelle goodies. C'est à vous de les créer avec un budget le budget de votre structure. Et pour cela, vous devez signer la charte partenaire qui vous permet en fait d'obtenir les fichiers natifs. Et donc, cette charte partenaire, vous la trouvez sur le site moisanstabac-idf.com pour Île-de-France. Donc voilà, depuis 2-3 ans, on a créé un site dédié à la région Île-de-France pour que les partenaires puissent facilement retrouver ce que nous, on propose au niveau de l'Île-de-France. Donc, notamment, normalement, vous êtes passé par le site pour vous inscrire aux formations, donc vous connaissez ce site. Et au niveau de préparer ces actions, vous allez pouvoir retrouver la fameuse charte partenaire dont je viens de parler. Ça vous engage un peu plus dans le Moi Sans Tabac. Et surtout, en fait, après, nous, on envoie à Santé publique France l'ensemble des structures qui ont signé la charte partenaire. Donc, ça vous valorise aussi davantage. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Pareil, c'est via le site internet. Au niveau des réseaux sociaux, pour l'Île-de-France, on est très présent sur LinkedIn. Donc ça vous concerne plus puisque vous êtes professionnel. Donc n'hésitez pas à nous suivre. On donne beaucoup d'informations, notamment sur les formations. Les webinaires sont enregistrés. Donc si jamais il y en a d'autres qui vous intéressent, mais que la date ne convient pas, vous pouvez regarder après en ligne et vous aurez toutes les informations sur LinkedIn. Et on est également très présent sur Instagram. Et cette année, on a vraiment créé un gros programme qui commencera vraiment début octobre jusqu'à fin novembre avec des publications tous les jours. Et on a notamment beaucoup de petites vidéos. Et cette année, on a fait un partenariat avec une diététicienne qui s'appelle Fiona. Et donc, ça rentre tout à fait dans la thématique d'aujourd'hui. Et donc, elle donnera des conseils tout au long, dès le mois d'octobre et aussi en novembre, pour aider les personnes, puisqu'on sait que la prise de poids peut être un frein à l'arrêt du tabac. Et enfin, on est présent sur X, qui avant était Twitter. Donc, vous pouvez également nous suivre, mais on va faire un peu moins de publications. Donc, je vous invite vraiment à nous suivre sur LinkedIn et Instagram. Même pour vous, n'hésitez pas à aller sur notre compte Instagram. Et enfin, pour finir sur le mois sans tabac, on refait cette année un projet qui s'appelle le Challenge Interstructure. Donc, on s'est inspiré de la Nouvelle-Aquitaine qui a créé ce projet il y a maintenant 3 ans.
Et donc, l'objectif, c'est de vous proposer un outil clé en main, qu'il soit pour vous en interne, mais également si vous recevez du public, ça peut être intéressant de travailler et de faire des équipes avec votre public. Ça concerne toutes les structures qui peuvent participer au Mois sans tabac. L'objectif, vraiment, c'est l'esprit team building, donc de créer des équipes, et vous allez avoir des défis qui sont assez simples et rapides à faire pendant le mois de novembre. Donc, je vous en dis un petit peu plus. Donc, pourquoi on a décidé de faire ce challenge interstructure? Donc, on trouvait que c'était intéressant parce que ça renforce l'esprit d'équipe autour d'un challenge commun. Ça permet de passer des moments entre collègues, entre les personnes de sa structure, mais aussi, si on reçoit du public, ça permet peut-être de faire des activités un petit peu plus ludiques autour de la question du tabac. Ça mobilise ses collaborateurs, ses patients, le public qu'on reçoit sur un enjeu de santé publique qui est quand même important. Et donc voilà, ça permet de réaliser des défis qui sont ludiques et vraiment coopératifs. L'objectif, c'est de les faire ensemble. Si vous voulez voir les créations de l'année dernière, vous avez le lien vers l'e-book qui se trouve également sur notre site internet. Donc, vous pouvez voir un petit peu à quoi ressemble le challenge. Donc, les grandes étapes de ce challenge, donc, ce sera au mois de novembre. Donc, l'objectif, c'est de participer en équipe. Donc, qu'est-ce qu'une équipe? C'est au moins 2 personnes, jusqu'à 6. Si vous êtes au-delà, nous vous inviterons à faire 2 équipes. Donc, l'objectif, ce sera de réaliser des défis qui sont à la fois simples, gratuits, ludiques. Ça concerne les fumeurs, mais également les non-fumeurs, parce qu'en fait, l'objectif, c'est parler et sensibiliser les personnes à la prévention du tabagisme. Il y aura des lots à gagner pour les équipes gagnantes, et c'est un défi, là, uniquement entre structures d'Île-de-France. Il y a d'autres régions. Cette année, on est 4 régions à le mettre en place. Donc, il y a la Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, la Bretagne et nous. Donc, quelle est la démarche à suivre? Donc, vous aussi, vos objectifs, c'est de présenter le challenge au sein de votre structure et d'essayer de mobiliser un maximum de personnes pour le faire. On a créé une affiche qui est téléchargeable sur le site, donc n'hésitez pas à l'imprimer et puis à la diffuser, soit à l'imprimer et à la mettre dans vos locaux. Vous pouvez aussi la diffuser par mail. Donc, après, il faut créer son équipe pour s'inscrire au challenge. Donc, tout au long du mois de novembre, vous allez avoir 2 défis. Donc, il y aura un premier défi pour la première quinzaine de novembre et un deuxième défi pour la fin du mois de novembre. Un défi bonus s'ajoute, mais il n'est pas obligatoire. Donc, le premier défi, c'est vraiment un défi avec des jeux. Donc, il y aura un quiz, une énigme et un rébut. Et le deuxième défi, c'est, je vous le dis, hein, c'est de compléter le kit Mois sans tabac. Qu'est-ce qu'on pourrait bien rajouter dans ce kit pour qu'il soit un petit peu plus ludique voilà. Et le défi bonus, ce sera un mégoton, donc l'objectif plutôt environnemental, donc faire le tour de son quartier, de sa structure et de ramasser les mégots. La fin du challenge, ce sera le 30 novembre et on annoncera de notre côté les équipes gagnantes début décembre et l'ensemble des équipes participantes recevront un diplôme. Donc, si vous êtes intéressé, rendez-vous sur la page du Mois sans tabac IDF rubrique challenge. Vous avez également un QR code. Et si jamais vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter directement. Donc, voilà pour tout ce qui concerne le... Et maintenant, ce n'est pas tout à fait fini. Le Mois sans tabac, voilà. Aussi, c'est important de renseigner vos actions. Donc, c'est sur la page d'accueil du site. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité de l'ensemble des actions qui vont avoir lieu en Île-de-France. Ça permet de valoriser vos actions et nous, on va faire un reporting auprès de l'ARS Île-de-France. Donc, dès maintenant, si vous savez un petit peu ce que vous allez faire, n'hésitez pas à renseigner ce petit formulaire. C'est un Google Form qui est rapide à renseigner. Donc, ça, c'est avant le Mois sans tabac. Ensuite, une fois que le Mois sans tabac sera passé, il faudra faire une petite évaluation sur la base Oscar. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet d'avoir des statistiques nationales. Et en fait, nous, au niveau de l'Île-de-France et toutes les régions, se basent sur Oscar pour faire le bilan régional. Donc, si vous menez une action mais que vous ne la saisissez pas sur Oscar, malheureusement,
elle apparaîtra pas dans le bilan. Donc, c'est dommage. Et donc, c'est important aussi, puisque si personne remplit ses actions sur Oscar, bah, malheureusement, le mois sans tabac risque de ne pas continuer. Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais ça a été amélioré. Et donc, vous pouvez, dès le 1er décembre, saisir vos actions sur les actions que vous avez menées. Sachant que si vous avez répondu à l'appel à projet de l'assurance maladie, vous êtes obligé de saisir sur Oscar. Donc voilà pour tout ce qui est sur le mois sans tabac. Si vous avez des questions, on les prendra à la fin de la présentation. Et donc maintenant, on va commencer le webinaire nutrition et arrêt du tabac. Donc la première grande partie, c'est se libérer du tabac fait-il grossir? Donc il faut savoir qu'il est en effet possible de prendre du poids au moment de l'arrêt. Et les chiffres nationaux indiquent qu'un tiers des fumeurs ne prennent pas de poids au moment de leur arrêt du tabac. Qu'en moyenne, il peut y avoir une prise qui est en fait une reprise de poids entre 2 et 4 kilos. Et que parfois, cette prise de poids peut être supérieure à 4 kilos. On va vous expliquer un petit peu pourquoi il peut y avoir aussi cette prise de poids-là. Donc, au niveau, quel est le lien en fait entre la nicotine et le poids, puisqu'en fait, il y a un lien. Donc, quand on est fumeur, il va y avoir une augmentation de son métabolisme de base et des dépenses énergétiques. Alors, juste pour rappel, en une petite définition, qu'est-ce que le métabolisme de base? Donc, en fait, c'est la quantité de calories qui va être nécessaire pour faire fonctionner le corps d'un individu au repos. Et donc, en fait, la nicotine, elle augmente ce métabolisme de base. Et il y a aussi, en fait, des dépenses énergétiques. Donc, on estime que fumer une cigarette est l'équivalent de brûler 10 kilocalories. Et cette nicotine, elle a aussi un effet dit coupe-faim. Parce qu'en fait, il y a plusieurs hormones qui vont rentrer en compte, notamment la gréline et la leptine. Et en fait, la nicotine va un petit peu modifier les actions de ces deux hormones qui vont engendrer cet effet coupe-faim. Si vous voulez des informations vraiment sur les effets de la nicotine sur le poids, il y a un article qui a été fait sur le site MAD Digital. Vous aurez le lien à la fin, qui est vraiment très bien fait, qui est un petit peu scientifique, mais qui est bien fait. Et donc là, vous avez vraiment les explications au niveau des hormones. Et donc, Jean-Michel, je te laisse prendre la suite. Voilà, donc cet effet du tabagisme qui est dû principalement à la nicotine, on verra tout à l'heure que c'est intéressant parce que ça va jouer dans les aides possibles. Cet effet, donc par manque de nicotine, en diminuant l'effet coupe-faim, augmente l'appétit. L'effet coupe-faim, on peut le rapprocher aussi de la perte de sensibilité gustative et olfactive. C'est des effets qui vont rendre voilà, moins tentant de se restaurer. Et puis donc cette dépense énergétique qui est due d'une part au fonctionnement général de l'organisme, on le voit en particulier au niveau du tonus musculaire, hein, qui est légèrement augmenté, et puis aussi au niveau de ce qu'on appelle le transit digestif, hein, donc qui va accélérer la digestion et diminuer la quantité absorbée. D'où une prise de poids. Alors, oui, en revanche, effectivement, on retrouve, concernant le goût et l'odorat, un intérêt possible, hein, une motivation à rajouter, c'est que ce goût et cet odorat revenant, ça présente un agrément d'un côté, mais avec l'inconvénient forcément d'avoir plus de plaisir à manger et donc de se mettre plus volontiers à table et de mieux digérer. Alors,
En rapport avec ces phénomènes biologiques, on a l'habitude de faire le tri dans les mécanismes de dépendance qui forment un ensemble sans que la différence soit tranchée de l'une à l'autre, mais on considère que ce qui va favoriser ce besoin de fumer, c'est dû au fait que tout le monde, hein, même les non-fumeurs ayant des récepteurs à la nicotine va stimuler ces récepteurs, et il se trouve que ces récepteurs font partie de ce qu'on appelle le circuit de dépendance. Et donc, avec en contrepartie le plaisir au moment de la stimulation et le manque dans le cas d'un manque d'une diminution de la stimulation. La dépendance ensuite comportementale est plus liée aux habitudes. On retrouve cette dépendance pour différentes dépendances qui ne sont pas liées forcément à des substances, hein, mais on considère que ça peut être un poids important, hein, dans les difficultés à se sevrer. Donc, dans les situations, c'est intéressant de proposer à la personne de faire le tri, le détail et de préciser ces situations qui vont de situations de côtoiement, hein, de personnes qui fument, à des situations de détente. Voilà. Et par exemple, la prise de café aussi, hein, dont les arômes torréfiés sont proches de ceux que provoque le tabac. Et on se rend compte que ces habitudes peuvent être extrêmement fortes, même chez des personnes qui ont des dépendances à la nicotine relativement modérées. Et en corrélation, la prise en charge de ce type de dépendance va être particulière, hein. Donc c'est intéressant de connaître l'importance de chaque type de dépendance pour encourager les personnes à aller vers des aides adaptées à leur situation. Et enfin, la dépendance psychologique est forcément, dans la mesure où c'est psychologique, bien variable d'une personne à l'autre. Vous connaissez tous l'importance pour la grande majorité des personnes qui fument de la gestion du stress, par exemple. Toutes les émotions, hein, sont capables d'être liées à ce besoin de cigarette. Et dans les situations, on a des situations désagréables, mais on peut aussi rejoindre les situations déjà citées pour le comportemental, comme par exemple les situations de détente, où ça peut être vécu psychologiquement comme une privation, hein, de ne pas avoir accès à la cigarette dans un moment où on se sent libre et détendu. Voilà, pour les dépendances. S'il y a des questions, donc, on verra à la fin, hein. Oui. Mais pour le moment, on est quand même dans le général sur la tabacologie, on n'est pas strictement dans la nutrition. Alors, en réponse à ces trois dépendances, ce que je disais, c'est que c'est évidemment beaucoup plus important pour quelqu'un qui a une dépendance physique à la nicotine de lui proposer, encore mieux, de la laisser faire le raisonnement, de l'encourager à faire le raisonnement, d'aller vers les substituts nicotiniques, avec un point important, c'est qu'on a gardé, d'une époque où on rendait la nicotine responsable, par exemple, des problèmes vasculaires, on a gardé un fond de nicotinophobie extrêmement répandu dans le public et également dans le corps médical. Donc ça, il faut bien se rendre compte que la nicotine joue énormément dans la dépendance et donc dans les phénomènes de manque. Par contre, très accessoirement dans les pathologies, dans la nuisance physiologique de la fumée de tabac. On a beaucoup mis sur la nicotine des effets qui en fait sont dus au monoxyde de carbone. Ensuite, les habitudes, on va verser du biologique vers le comportemental et donc vers une rééducation, hein, un entraînement, une progressivité, l'importance, hein, du plaisir
à introduire et à conserver et à développer et à varier. Et éventuellement des méthodes comme la sophrologie ou les thérapies cognitives et comportementales qui vont être précieuses dans ce domaine-là. Et également dans la troisième catégorie des dépendances psychologiques, en particulier la gestion du stress. Et là, il ne faut pas oublier que la fumée de tabac contient des inhibiteurs de la monooxydase, donc une composante d'antidépresseur, et donc de ne pas hésiter à orienter la personne, à soutenir la personne du côté voilà, du moral, de l'humeur. Voilà. Et donc maintenant, on passe à la deuxième partie, comment gérer son alimentation et autres, parce qu'on va voir qu'il n'y a pas, ça va faire d'autres, on va jouer aussi sur d'autres choses pour éviter une éventuelle prise de poids. Donc on va vous présenter différentes parties. Donc il y aura tout d'abord la possibilité d'utiliser des substituts nicotiniques, et donc Jean-Michel va revenir sur cette partie. Aussi comment gérer ses émotions au moment de l'arrêt, puisqu'on va voir aussi qu'il y a un lien avec l'alimentation. Il y aura une partie plus théorique sur comment équilibrer son alimentation avec les bases alimentaires. Trouver de nouvelles habitudes, ce qui n'est pas forcément évident, mais voilà, changement de comportement. Et aussi, bien sûr, ne pas oublier l'activité physique et essayer de bouger plus. Et l'arrêt du tabac peut être aussi un moment du coup de changement d'habitude où on peut jouer aussi sur l'activité physique. Donc voilà, on va développer toutes ces différentes parties. Et donc on commence avec la première. Donc Jean-Michel, je te redonne la main sur les substituts nicotiniques. Merci. Donc, en termes de traitement médicamenteux, ça se place évidemment tout en haut, à la fois du timing et de l'importance. On peut quand même indiquer à ce moment-là que dans les moteurs du sevrage, c'est un outil, une aide, mais que le vrai moteur, c'est la motivation. On reviendra là-dessus. Mais dans les aides, il faut considérer que l'organisme de quelqu'un qui fume a été habitué depuis de nombreuses années, parfois depuis un âge jeune, à une concentration de nicotine circulante, et que la diminution rapide de cette concentration est un facteur important de déclenchement des symptomatologies du manque et, entre autres, en dehors du besoin de cigarette, de ce besoin de manger qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Donc, c'est aussi un traitement essentiel parce que c'est un traitement qui est sans risque dans la mesure où le produit nicotine se trouve déjà dans l'organisme, et donc il ne s'agit pas d'introduire une substance non connue de l'organisme, mais simplement, de la même façon que dans un diabète, on remplace l'insuline manquante par de l'insuline, là, on remplace la nicotine qui n'arrivera pas par les cigarettes par de la nicotine orale ou cutanée. Voilà, le principe, c'est donc, plutôt que de laisser une chute brutale de la nicotine apporter un inconfort et une difficulté au sevrage majeur, c'est de rendre cette réduction de nicotine progressive. Et progressive sur pas seulement des heures ou des jours, mais sur des mois, permettant au fur et à mesure de prendre en charge ce qu'on verra tout à l'heure, c'est-à-dire les composantes d'habitude. Et le grand expert dans cette gestion de la concentration de nicotine, c'est la personne elle-même, parce que c'est elle qui va en ressentir les manques, et c'est elle qui va donc pouvoir déterminer à la fois la quantité de nicotine, et le point extrêmement important pour les patchs, où, contrairement au Formoral, où on les utilise au besoin et au moment où la situation se présente, pour les patchs, le patch va fournir très régulièrement, et donc
la surface posée sur la peau va déterminer l'effet au cours de la journée. D'où l'importance de démarrer de façon pas trop importante la surface des patchs, donc on ne démarre jamais avec plus d'un grand patch, mais par contre, dès le début, indiquer aux personnes qu'il est possible d'augmenter cette surface. Et l'outil principal dans ce cas-là, c'est la paire de ciseaux qui est utilisée pour ouvrir le sachet et également pour fractionner les patchs eux-mêmes de façon à ce que la personne puisse adapter très finement son besoin à l'apport de nicotine sous forme cutanée. On peut aussi profiter de ce moment pour indiquer que le patch est vraiment, et la substitution nicotinique dans son ensemble, une arme de premier choix pour la gestion de la prise de poids. Voilà. Je pense que vous savez tous que les substituts nicotiniques sont complémentaires sous leurs différentes formes, c'est-à-dire que il est utile d'avoir le patch pour la régularité dans la journée et puis des formes orales pour adapter l'apport nicotinique aux situations rencontrées dans la journée. Et il est aussi possible de compléter par du vapotage qui a l'inconvénient de n'apporter pas que de la nicotine, mais d'autres produits et par voie respiratoire. Voilà pour les pauses. Alors, la gestion des émotions, on l'a abordé tout à l'heure. L'important, c'est de se baser sur la quête du plaisir et de permettre à la personne de trouver ses alternatives au plaisir cigarette, sans nier ce plaisir-là. Voilà. En utilisant le fait que l'organisme revient à la normale. Donc, avec des perceptions, des capacités de dégustation, d'odorat qui ne concerne pas seulement que l'alimentation, aussi sur les fleurs, l'odeur du compagnon. Voilà, c'est important de cadrer ça sur l'objectif de se libérer d'une dépendance pour aller vers un mode de vie plus hédoniste. Voilà. Les alternatives pour le grignotage, on peut aussi laisser la notion de transition. C'est-à-dire que, bon, dans l'idéal, le grignotage est à éviter, mais dans une période particulièrement difficile qui est le début du sevrage, on peut se dire, bon ben voilà, plutôt que de prendre des chips ou un soda, aller plutôt sur un peu alors de l'eau évidemment, ça c'est royal, mais à la limite des pommes, des fruits secs, des aliments qui au moins vont avoir un intérêt nutritionnel et ne pas déclencher une réponse glycémique trop brutale. La gestion des fringales, voilà, alors ça de nouveau l'importance du dosage en nicotine et du recours aux substituts par voie orale, voilà, en étant le plus possible dans l'anticipation. Et du coup, si je peux compléter, Jean-Michel, aussi au niveau de l'aliment, enfin, quand on fume une cigarette, donc on va amener la cigarette au niveau de sa bouche. Et donc, c'est vrai qu'aussi, quand on arrête en fait de faire ce geste-là, un autre geste par lequel certaines personnes remplacent, c'est d'amener des aliments au niveau de la bouche. Et donc, c'est aussi à ce moment-là qu'il peut y avoir cette notion de grignotage qui apparaît. Et on reviendra dessus, mais comment essayer de faire des collations saines et éviter certains types de produits. Mais on reviendra dessus au cours de la présentation. Voilà. Et pour le contact buccal, il y a aussi le recours à des petits tubes, des petites choses voilà, qui vont aussi pouvoir faire la transition. Et toujours avec cette importance d'essayer de laisser la personne se trouver ces trucs, en se permettant quand même d'en suggérer parfois, mais dans l'idéal, c'est essayer de rendre la personne chercheuse et active
et curieuse, et de personnaliser le plus possible sa démarche. Et donc, du coup, ça peut être aussi au moment de l'arrêt du tabac, le moment de refaire aussi un point un peu sur l'équilibre alimentaire auprès de la personne. Et donc, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on entend par équilibre alimentaire. Donc maintenant, au niveau de Santé publique France, on aborde plutôt sur augmenter certains types d'aliments, aller vers aussi d'autres aliments et être plutôt dans la réduction. Bien sûr, hein, je le dis déjà dès le départ, aucun aliment n'est interdit. Mais voilà, l'objectif, c'est de savoir au niveau des quantités et comment réguler un petit peu pour que l'équilibre alimentaire se fasse sur la semaine également. Donc, au niveau de tout ce qu'il faut favoriser au niveau de son alimentation, donc sans surprise, il y a les fameux fruits et les légumes. Donc, rapidement, les recommandations. Donc, aujourd'hui, c'est au moins 5 portions par jour de fruits et légumes. Mais qu'est-ce qu'une portion? Et donc, du coup, une portion, ça représente à 80-100 grammes de ce fruit ou légume. Et donc, en gros, souvent, ce qu'on dit, c'est ce qu'on peut mettre dans la paume de sa main. Donc, par exemple, c'est l'équivalent d'une pomme. Mais si vous prenez les prunes, en ce moment, il y a les prunes. Bon, bah, c'est en fonction de la taille de la prune, ça va être 3-4 prunes représentent une portion. Pareil, si jamais, quand on va arriver en hiver, vous prenez de la soupe, donc c'est le bol, une portion représente le bol de soupe. Même s'il y a plusieurs légumes dedans, voilà, c'est pas le nombre de légumes qui compte, c'est vraiment la quantité. C'est important. Donc, qu'est-ce qu'ils vont apporter ces fruits et les légumes? Ça apporte des vitamines, des minéraux, des fibres. Je reviendrai dessus, mais c'est très important aussi les fibres. Et ça apporte aussi de l'eau. Et donc, l'important aussi, c'est de varier le mode de consommation. Donc, c'est de les consommer crus, de les consommer cuits. Voilà. Et de diversifier tout en essayant au maximum de respecter les saisons. Au niveau des fruits et légumes, il faut juste faire attention. Il y a quelques faux amis. Tout ce qui est jus de fruits ou autres boissons, ça va être, en tout cas, un jus de fruits. L'idéal, c'est de consommer 100% pur jus et vous avez le droit de comptabiliser comme une portion une seule fois dans la journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous prenez un jus de fruits, il ne va pas y avoir tout ce qui est autour de la mastication. Il y a une perte de vitamines, il y a une perte de minéraux. Donc voilà, on considère que ça peut compter une fois. Mais si vous prenez 3 verres de jus de fruits dans la journée, ça ne fera pas 3 portions. Voilà, on a le droit de le faire qu'une fois. Et puis faire attention, par exemple, certaines boissons comme les nectars sont très sucrées. Donc de toute façon, hein, la seule boisson indispensable, c'est l'eau. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention aux faux amis. Après, ce qui peut être intéressant aussi, par exemple, les légumes surgelés qui sont déjà coupés et pas du tout assaisonnés, ça, c'est des choses qui peuvent être très bien à utiliser. C'est facile, ça peut aider pour cuisiner facilement. Ensuite, la deuxième catégorie, on va essayer aussi de se tourner vers les légumes secs. Donc, tout ce qui est lentilles, haricots, pois chiches et autres, ou les légumineuses, hein, c'est la même catégorie. Les recommandations, c'est d'essayer au moins 2 fois par semaine d'en consommer, puisque pareil, ça va être riche en fibres et aussi en protéines d'origine végétale. Et c'est un index glycémique bas, donc c'est intéressant d'en consommer. Donc là, par contre, c'est uniquement cuit. Et aussi de diversifier l'ensemble de ces légumineuses. Pardon. Hop. On retrouve ensuite les fruits à coque. Et comme l'a dit Jean-Michel, et j'en reparlerai tout à l'heure, ça peut être intéressant notamment de les utiliser en collation. Donc, ce sont les noix, les noisettes, les amandes. Alors, faites attention, il faut les acheter non salés, parce que sinon, vous allez avoir pas mal de sel sur la journée. Et en fait, maintenant, on recommande d'en consommer une petite poignée par jour. Pourquoi? Parce que c'est très riche en graisses, mais c'est des graisses, notamment des oméga 3 de très bonne qualité. Et donc, c'est intéressant d'en consommer, mais du coup, pas trop non plus. Et il y a aussi des fibres, des minéraux. Donc voilà, ça peut être une idée de collation. Moi, par exemple, j'en ai toujours dans mon tiroir de bureau. Souvent, vers 11 h, je prends ma petite poignée de fruits à coque.
Et bien sûr, d'essayer au maximum de se tourner vers le fait maison. Alors, c'est pas toujours facile tous les jours, mais il peut y avoir des petites astuces. Et notamment, tout à l'heure, je vous évoquais les légumes surgelés. Ça peut être aussi des conserves de temps en temps. Euh, voilà, se tourner un maximum vers le fait maison et le bio également quand c'est possible. Donc, on essaye aussi d'aller vers. Donc, d'aller vers tout ce qui est féculent, complet ou semi-complet. Donc, si jamais vous n'êtes pas habitué, je vous commence de commencer par le semi-complet et après d'aller au fur et à mesure vers le complet. Introduisez au fur et à mesure les fibres dans votre alimentation, pas d'un coup parce que sinon vous risquez d'avoir des désagréments intestinaux. Mais voilà, c'est important d'avoir des fibres. Et puis, cette catégorie d'aliments, ça apporte aussi de l'énergie. C'est les fameux glucides complexes. Et donc, c'est important d'en consommer à chaque repas. Et donc, juste, j'en profite pour refaire un petit point sur les fibres. À ce moment-là, en fait, le rôle des fibres est important parce que ça va jouer, ça va faciliter le transit. Et notamment, on le reverra à la fin de la présentation, mais ce transit, il peut être un peu perturbé au moment de l'arrêt du tabac. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser aussi du son de blé, de l'avoine. Ça aide aussi à être rassasié. Donc, ça joue sur la satiété. En fait, ça va nous caler les féculents complets. Ça régule aussi tout ce qui est cholestérol. Ça joue aussi sur le fait, sur la glycémie. Donc, c'est important. Ça renforce le système immunitaire et aussi ça réduit, par exemple, les risques de cancer du côlon. Donc voilà, donc, on a tout intérêt à se diriger vers les céréales semi-complètes et complètes. Ensuite, vous avez également les poissons gras et maigres en alternance. Donc pareil, c'est important, ça va apporter des protéines. Et également, en fait, les poissons gras sont très intéressants pour les oméga 3 notamment. Donc c'est des bonnes graisses. Euh, donc c'est 2 fois par semaine environ. Après, encore une fois, là, c'est des recommandations que je donne pour avoir quelques repères. Ensuite, au niveau des huiles, donc ça, les huiles végétales sont très intéressantes, notamment celle de colza. En fait, le meilleur duo, c'est colza olive par rapport aux oméga, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres types d'huiles comme les noix. Donc, bien sûr, on a le droit d'utiliser du beurre de temps en temps, de la crème également, mais voilà, sachez que c'est plus intéressant d'un point de vue nutritionnel d'utiliser certaines huiles végétales. Au niveau des produits laitiers, donc on va dire une consommation de produits laitiers dite suffisante mais limitée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on estime que pour un adulte en bonne santé, c'est 2 produits laitiers par jour. Voilà, les recommandations ont un petit peu changé depuis quelques années. Ça apporte donc du calcium, la vitamine D. C'est important de ne pas non plus se diriger vers, je prends l'exemple des produits laitiers ou des yaourts, mais les 0%, voilà, ça n'a pas d'intérêt autant consommer un yaourt normal. Pourquoi? Parce que dans tout ce qui est 0%, souvent c'est 0% de matière grasse, mais vous n'allez pas avoir cette fameuse vitamine D qui est importante parce qu'elle va permettre de fixer le calcium. Donc, on la synthétise un peu on la synthétise avec le soleil. Mais par exemple, l'hiver, du coup, on est souvent un peu en déficit de vitamine D. Mais sachez qu'il y en a dans les produits laitiers. Mais voilà, ne vous tournez pas vers les produits 0%. Ça n'a pas d'intérêt d'un point de vue nutritionnel. C'est vraiment du marketing. Et puis, ça apporte aussi des protéines, ces fameux produits laitiers. Donc, l'objectif aussi, c'est de varier. Yaourt, fromage blanc, petit suisse, du lait, que ça peut être de vache, mais pas que. Donc, c'est le fromage également. Voilà, pour le fromage, les recommandations, c'est 1 portion par jour parce que, en effet, c'est plus gras. Mais c'est important de consommer aussi du fromage et de varier. Pâtes molles, pâtes dures. Les pâtes dures seront plus riches en calcium. Encore une fois, en France notamment, on a un rayon de produits laitiers assez impressionnant dans les supermarchés. Et donc, il y a beaucoup de faux amis. Donc, il faut faire attention. Si vous prenez les desserts lactés, donc qu'est-ce que j'entends par dessert lacté? Donc, ça va être par exemple les crèmes dessert. Donc, je ne citerai pas la marque très connue ou d'autres flans. Donc, voilà, ça, sachez que c'est en fait des produits sucrés. Ça va être très, très riche en sucre et il y aura très peu de calcium.
Donc, bien sûr, vous avez le droit d'en consommer, mais considérez ça plutôt comme un dessert sucré. Et donc, moi, quand je parle de produits laitiers, ça va vraiment être des yaourts. Alors, ça peut être des yaourts aromatisés, hein. Voilà, s'ils sont aromatisés, sachez qu'il y a un petit peu de sucre dedans. Mais il faut faire attention à tout ce qui est autre crème, flan, et puis j'en passe, hein. Le rayon produits laitiers est très riche en France. Ensuite, je l'ai déjà dit, mais je le redis, essayez au maximum d'utiliser des produits de saison et si on peut aussi de proximité, donc produits localement, et essayez de se tourner vers les produits bio. Et ensuite, on se tourne vers la troisième catégorie qui va être de réduire donc l'alcool, les produits sucrés et les boissons sucrées. Alors, donc, tout ce qui est produits sucrés, hein, les gâteaux, les bonbons et autres. Et puis, bien sûr, quand on en boisson sucrée, ça va être les sodas. Donc, en fait, ce sont des produits qui apportent ce qu'on appelle souvent des calories vides. Ça apporte beaucoup de calories, mais en fait, ça n'a pas d'intérêt. Il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de minéraux. Donc, réduire tous ces produits-là. Bien sûr, réduire aussi les produits salés. Donc, en France, on consomme beaucoup de sel. En fait, on consomme souvent plus de 9 grammes par jour et on devrait être à 6 grammes. Donc, ce qu'on pourrait recommander, c'est de faire attention aux aliments industriels et aux plats préparés, hein, qui souvent sont très salés. Ne pas trop saler l'eau de cuisson, par exemple. Ne pas ressaler un plat sans l'avoir goûté. Et puis, bien sûr, utiliser aussi des alternatives. On peut penser à des épices, des herbes aromatiques pour changer un peu et éviter de consommer le sel. Pour tout ce qui est charcuterie, voilà, aussi limité, puisque ça va notamment apporter tout ce qui est cholestérol. C'est riche aussi en sel et dans certaines, c'est riche en nitrites qui ont été prouvés que pouvaient produire des cancers, notamment le cancer colorectal. Et après, tout ce qui est viande, c'est réduire. Pourquoi? Parce que souvent, en France, on a été ou on est encore des grands consommateurs de viande. Et donc, on essaye de limiter 500 grammes par semaine la consommation de viande. On n'est pas obligé de consommer de la viande tous les jours. Si c'est tous les 2 jours, il n'y a pas de problème. Mais c'est aussi important parce que ça va apporter du fer, des protéines. Et donc, par exemple, si on est végétarien et qu'on fait bien les bonnes associations, normalement, on n'aura pas de carence. Pour d'autres types de régimes, ça peut être un petit peu plus compliqué. Et donc, ne pas hésiter aussi à suivre un diététicien ou même son médecin généraliste lorsqu'on fait certains types de régimes pour faire attention de ne pas être carencé. Et Santé publique France propose un outil pour aider à orienter les personnes lorsqu'elles font leurs courses, c'est le Nutri-Score. Et donc, il faut éviter les produits à partir de D. Il faut essayer de privilégier les produits AB. Donc, le Nutri-Score a ses limites, mais sur certains produits, ça peut être aidant pour équilibrer son panier lorsqu'on fait ses courses. Et donc, pour terminer sur l'équilibre alimentaire, je voulais vous présenter quelques exemples de collations équilibrées lorsqu'on a vraiment un petit creux et qu'on sent qu'on ne va pas tenir jusqu'au repas d'après. Donc, ça peut être par exemple un verre d'eau avec la fameuse poignée de fruits oléagineux. Donc, les fruits à coque avec aussi, si on le souhaite et que ça ne suffit pas, rajouter pourquoi pas un fruit. Ça peut être aussi une boisson chaude type thé avec un yaourt et également un fruit. Mais si on le souhaite, ça peut être de rajouter aussi des fruits oléagineux dans son yaourt ou même de prendre un peu de pain à côté. Ça peut être aussi, si on est plutôt salé, prendre du pain, donc si possible complet, ça sera mieux, ou aux céréales avec du fromage. Et enfin, si on préfère le sucré, on peut également prendre du pain avec un peu de chocolat. Pourquoi pas un café? Alors après, il y a certaines personnes, au moment de l'arrêt du tabac, elles associent beaucoup le café avec le tabac. Donc, si cela est gênant, remplacer par une autre boisson. Voilà, ce sont des idées. On a fait une petite vidéo qu'on mettra sur Instagram. Donc, Fiona, notre diététicienne, propose également, a fait une petite vidéo sur des collations équilibrées.
Et donc, on continue avec un autre aspect qui va être de trouver de nouvelles habitudes. Donc ça, c'est pas forcément évident de changer ses habitudes et ça peut prendre un peu de temps. Au niveau de l'alimentation et de l'équilibre alimentaire, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est important d'essayer en tout cas d'avoir un rythme alimentaire régulier d'une journée à l'autre. Donc voilà, d'essayer. Alors après, c'est pas forcément toujours évident hein, en fonction de certains types de métiers, mais voilà, notre corps, il sera mieux régulé. Et en tout cas, ce n'est pas très bon de sauter des repas. Voilà. Puisqu'après, souvent, on va avoir tendance, le corps va pas trop comprendre ce qui se passe, ou il va penser que que vous allez être en manque de nourriture, et donc du coup, il va avoir tendance à stocker davantage lors de la prochaine prise de repas. Donc voilà, sauter un repas, c'est pas forcément une bonne idée. Ce qui est important aussi, et l'année dernière d'ailleurs, dans le challenge interstructure, on avait travaillé sur ça. Un des défis, c'était de travailler sur la pause au travail, notamment, pour éviter la fameuse pause clope. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Parce que ça aussi, c'est une crainte des fumeurs, hein, d'enlever cette pause. Ben oui, parce que quand je fume, bah, ça me permet de retrouver les collègues devant avec la pause cigarette. Donc voilà, donc l'objectif, c'était vraiment de réfléchir à une autre pause, parce que quand on est non-fumeur, on a également le droit de prendre des pauses au travail. Et donc voilà, ça, c'est quelque chose qui peut être travaillé avec la personne qui arrête de fumer, parce que souvent, c'est une crainte hein, qu'elle va avoir à gérer ce moment. Et donc, ça peut être aussi des moments autres conviviaux avec aussi des non-fumeurs. Voilà, essayer de trouver de nouvelles habitudes, de nouvelles occupations, puisque voilà, si la personne, elle fumait plusieurs cigarettes au cours de la journée, donc bah, peut-être qu'elle va s'ennuyer, elle va avoir de la frustration. Donc, comme le disait aussi tout à l'heure Jean-Michel, tout ce qui est sophrologie et les thérapies cognitivo-comportementales, ça peut être intéressant de les travailler vraiment sur cet aspect-là de l'arrêt du tabac. Et donc, en fait, globalement, il faut trouver de nouvelles habitudes pour remplacer les anciennes qui étaient liées à la prise de cigarettes. Et donc, il y a quand même un gros travail à faire là-dessus et ça peut être compliqué à gérer au moment de l'arrêt. Et donc, je te redonne la main, Jean-Michel, pour parler de l'activité physique. Qui va compter évidemment à la fois du côté des calories, de la dépense calorique, mais également du moral, hein, du mental. Donc, bah, on connaît de plus en plus les désastres de la position assise prolongée, hein, que ce soit aussi sur le dos ou sur la vascularisation hein, des membres inférieurs, avec même des risques de thrombose quand c'est un peu trop prolongé. Donc, limiter le temps passé assis, ça veut dire organiser son emploi du temps pour, alors là on est un mauvais exemple ce matin, mais voilà, pouvoir alterner. Hein. Alors après, il y a l'activité physique proprement dite. Alors ça peut être la marche. Hein. L'idéal, c'est de nouveau de revenir sur la notion de plaisir et vraiment d'encourager les personnes à trouver l'activité qu'elles connaissent déjà comme une activité plaisante ou qu'elles peuvent découvrir aussi à l'occasion du sevrage pour vraiment qu'il y ait une continuation dans leurs habitudes. Voilà. Vous remarquerez hein, que dans les personnes en démarche de sevrage, la satisfaction de l'activité physique est très souvent évoquée, soit comme objectif, hein, comme désir, soit comme réalité ou comme expérience passée. Donc, c'est vraiment un point important. Un principe qu'on peut indiquer, c'est que quand le corps augmente son activité physique, cette augmentation de consommation d'oxygène est destinée à l'activité des muscles, mais l'oxygène ne va pas uniquement dans les muscles, mais dans toutes les cellules du corps. Donc l'activité musculaire n'a pas qu'un bénéfice musculaire, elle a un bénéfice
pour la bonne santé des systèmes de défense, de systèmes neurologiques, des systèmes vasculaires, des systèmes d'absorption, d'élimination. Voilà, c'est vraiment un bénéfice total. D'où les prescriptions maintenant possibles d'activité physique, au même titre que d'autres traitements. Bon. Dans cette activité physique, pour quelqu'un qui est totalement sédentaire, un point très important, c'est d'y aller progressivement. Pour la dépendance d'habitude aussi, c'est très important de privilégier la durée à la brusquerie. Et puis sur le plan moral aussi, on le voit beaucoup dans les thérapies cognitives et comportementales, il y a vraiment ce principe d'y aller étape par étape, de se façonner des marches qui soient accessibles à chaque fois, et d'éventuellement, quand ça coince, pouvoir modifier ses objectifs pour les rendre plus accessibles. Et donc, on va passer à la dernière partie de cette présentation. Donc, c'est aussi l'impact de la digestion et de la flore bactérienne au moment de l'arrêt du tabac. Avec, alors, à côté de la prise de poids, des phénomènes digestifs désagréables, voire pathologiques, dont il faut tout de suite avertir que pour la grande majorité, ce sont des difficultés qui ne dureront pas. Les deux modifications, c'est d'une part cette concentration de nicotine qui va diminuer, et donc on revient à l'importance de la substitution, et puis également des modifications chimiques qui vont influer aussi sur tout le fonctionnement du tube digestif. Alors, dans le fonctionnement du tube digestif, il y a tout ce qui est moteur. Donc, on a vu que la nicotine est un stimulant du transit digestif. Et donc, on peut dire que le tube digestif s'est habitué à la nicotine et que peut apparaître une certaine paresse de sa motricité au moment du sevrage, attribuée donc principalement à la nicotine et donc avec le recours aux substituts comme solution. Bon, autre solution qui est toujours bonne, mais là sur laquelle il faut insister, c'est de boire suffisamment d'eau. Le critère, c'est de continuer à uriner de façon suffisamment fréquente et abondante. C'est ça le critère d'une bonne hydratation. Éventuellement un peu de magnésium qui va favoriser ce transit digestif. Donc, pour ne pas le citer, c'est l'eau départ. On revient aussi sur le magnésium fourni par les fruits à coque, les légumineuses, les légumes secs. Voilà. Et puis le mouvement qui va avoir une action directe balistique, de remuer tout ça, et puis de contraction de la sangle abdominale qui va faire un effet de massage sur tout l'ensemble du contenu digestif, et de nouveau cette oxygénation des tissus qui est un cadeau. De nouveau, donc, comme l'avait bien précisé Florine, ces fibres qu'on retrouve principalement donc, dans les aliments les plus recommandables, avec donc cette progressivité, on insiste bien là-dessus, que ça ne soit pas un désagrément trop important pour les personnes qui s'y mettent. Donc on y va progressivement, et puis bon, il y a aussi le petit truc de mettre un peu de bicarbonate dans l'eau de cuisson pour éviter les phénomènes de ballonnement. Voilà. Alors, ensuite, il y a la modification chimique du contenu, puisque la fumée se dissout dans la salive, qui est perpétuellement en direction du tube digestif. Donc, on a un effet de modification de tout l'appareil digestif, de son équilibre chimique depuis la bouche
jusqu'aux intestins. Donc, éviter voilà, le gavage. Ce que disait tout à l'heure Florine, d'éviter de sauter des repas, parce que inévitablement ça va accentuer la prise d'alimentation suivante. Et puis, bon, parce qu'on connaît hein, tout ce qui est épicé, acide. Alors, non pas que ça soit des aliments qui soient mauvais, mais en cas de difficulté au moment du sevrage, évidemment, ça vaut le coup de lever le pied à acide, épices, café, alcool. Alors, alcool, ça vaut le coup de toute façon hein, de limiter. Et puis, les boissons gazeuses. De laisser l'abdomen libre. Là, on retrouve les mêmes effets hein, sur l'activité physique. Et puis le facteur stress, qui évidemment est crispant musculairement et qui va favoriser cet inconfort. Voilà, donc ça c'est des découvertes relativement récentes. C'est que cette modification de la chimie digestive va influer sur le microbiote. D'où la tolérance qu'il faut avoir, le temps de laisser l'organisme se réhabituer et de soutenir la partie bénéfique du microbiote avec des aliments fermentés, choucroute et tout ce qui est laitage fermenté, hein, lait fermenté, yaourt. Voilà. Et puis de nouveau, ces fameux oméga 3 et les antioxydants. Ce qui est intéressant, c'est que cette alimentation qu'on recommande là, c'est également l'alimentation qu'on recommande pour lutter contre les accidents vasculaires et la cancérogénèse. Donc, il y a vraiment tout à gagner à basculer le plus possible du côté de cette alimentation. Voilà. Et puis, alors, oui, je disais tout à l'heure, la grande majorité des phénomènes sont transitoires et passent avec la poursuite du sevrage. Évidemment que si les problèmes se prolongent, il est important de faire un point. D'où l'importance aussi de proposer aux personnes qu'elles soient suivies dans leur démarche. Voilà, donc côté médical, côté diététique, côté spécialiste et côté dentaire. Voilà. Je m'aperçois que j'ai oublié de citer un désagrément qui peut être rencontré au moment du sevrage, tout en haut du système digestif, c'est-à-dire dans la bouche, c'est que la modification de la chimie buccale va parfois faire apparaître des aftes. C'est les dentistes voilà, qui y font penser. Donc, voilà, c'est l'occasion d'ailleurs de faire consulter le dentiste si ça n'a pas été fait depuis un moment, et puis d'utiliser des bains de bouche. Voilà. Et on retrouve la nécessité aussi de limiter la prise d'aliments agressifs à ce moment-là. Mais si c'est dû au sevrage tabagique, ça va passer. Voilà. Et donc, pour terminer, on vous met quelques liens utiles, donc assez classiques. Hein, donc, n'hésitez pas à consulter le site de Tabac Info Service. Sur le site de Manger Bouger, ils ont fait notamment pas mal de petites vidéos très bien faites sur tout ce qui est équilibre alimentaire, manger de saison, manger à petit prix. Enfin, voilà, elles sont très ludiques, elles sont assez courtes. Donc, je vous invite à consulter le site et vous pouvez également les diffuser. Un peu plus technique au niveau nutritionnel, vous avez le serin, mais pareil, vous avez une revue qui est assez bien faite sur alimentation et petit budget. Et il y a souvent des idées de recettes. Et je vous ai parlé au tout début du site Math Digital. C'est un site fait par des scientifiques chercheurs sur tout ce qui est autour des addictions. Ils ont fait pas mal de petites vidéos aussi assez ludiques. Et il y a des articles. Alors, certains articles sont assez scientifiques, mais c'est aussi intéressant. Et puis, il y a par contre des vidéos que vous pouvez utiliser aussi auprès du public. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur l'ensemble de ces sites Internet.
Et donc, à la fin voilà, de la présentation, vous avez l'ensemble des contacts du collectif Moi sans tabac Île-de-France, puisque nous sommes 6 associations. Donc, vous avez Addiction France, le CRIPS Île-de-France, la Fédération Addiction, la Fondation du Souffle, la Ligue contre le cancer avec l'ensemble des comités départementaux, le RESPAD. Et donc, le tout avec le soutien de l'assurance maladie, financé par l'Agence régionale de santé, et c'est un projet de Santé publique France. Donc, on vous remercie pour ce webinaire. Je vais arrêter le partage de la présentation ainsi que l'enregistrement et on va pouvoir répondre à vos questions.